Et bien nous y voilà, on s'était donné rendez-vous, Gaëtan, pour enregistrer ce second épisode sur les ETF. Et je suis ravi de le faire parce que on va être plus pratique. On va dire que le premier était bien théorique. L'idée, c'était de comprendre ce que c'est qu'un ETF, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les risques. Et là, on va être vraiment dans la pratique. Comment je mets les deux pieds dans l'ETF. Et ça tombe bien parce que toi, tu fais ça depuis, tu m'as dit 2007. 2007, absolument. Voilà, Oui. Gaëtan Delculé, donc directeur monde de la distribution digitale et des ventes ETF chez Amundi. On a expliqué ce que c'était dans ce premier épisode que je vous recommande d'écouter si vous ne l'avez pas fait. Maintenant, je voudrais savoir comment ça fonctionne, comment j'y vais. On a compris que ça avait un énorme succès, en particulier chez les particuliers, depuis 2019, enfin voilà, depuis que j'ai lancé la martingale, finalement, je pense que c'est probablement lié. C'est ça. Et mais est-ce qu'il y a des règles pour se lancer dans un ETF ? Est-ce que c'est différent ? Moi, j'ai une interprétation, c'est que c'est un panier, finalement, tu l'as dit, hein, l'ETF, donc c'est déjà diversifié. Donc... C'est ça. C'est aujourd'hui, sans revenir sur les éléments de l'épisode 1, tu investis sur, comme tu le disais, un panier d'actions. Donc, venir finalement sur les ETF, c'est venir sur un projet d'épargne, un projet d'investissement. Donc, le premier élément finalement à avoir en tête, c'est se poser des questions de bon sens sur son projet d'épargne. Donc, quel est l'objectif de ce projet d'épargne, quel est mon horizon d'investissement, quel est mon profil de risque, quel montant investir, quel intermédiaire financier je vais utiliser. Je dirais, avant même de considérer l'ETF en tant que tel, c'est déjà poser ces bases-là sur son projet d'épargne. Une fois que j'ai déterminé l'ensemble de ces paramètres, là, je vais me poser un certain nombre de questions sur le ou les ETF que je souhaite utiliser. Donc, projet d'investissement, horizon de placement, profil de risque, montant à investir et intermédiaire, notamment pour essayer de comprendre tous les frais qui peuvent être liés. Intuitivement, alors tu dis profil de risque, mais intuitivement, je me dis, alors on l'a vu un peu la dernière fois quand même, j'étais surpris, mais il y a des ETF plus risqués que d'autres, mais pour moi, c'est pas un produit nécessairement ultra risqué, puisque déjà ça panache. Alors après, en effet, moi je te parlais des ETF que j'ai suivis depuis quelques années. Je sais pas, quand en plein Covid, tu te mets à fond sur les vaccines tech, en fait, c'est pas forcément le bon moment parce qu'ils étaient déjà super hauts. J'avais pas investi, hein, mais je les suivais spécifiquement. Mais donc, il y en a en effet qui ont été beaucoup plus secoués que d'autres, notamment si tu vas sur des secteurs d'activité. Ouais. Mais c'est peut-être moins risqué déjà qu'une seule action, quoi. Absolument. Encore une fois, on est sur un indice diversifié. Si on prend l'exemple du MSCI World, qui est l'ETF qui est le plus traité par les investisseurs particuliers. MSCI, donc MSCI World, c'est 1400 entreprises, hein, c'est ça ? 1400 entreprises mondiales. Donc, de fait, on est déjà extrêmement diversifié. Après, on reste dans l'univers des actions, donc avec la volatilité associée à l'univers action. Et donc, forcément, un risque de perte en capital lié à des investissements en actions. Donc, il faut l'avoir en tête. Est-ce que tu vas, tu crois, moi j'aime beaucoup, on en a parlé ici, du dollar cost averaging et de la... est-ce que tu vas d'un coup ou tu rentres plutôt quand même sur des ETF en quelques mois, peut-être pas quelques années, mais... Alors, l'avantage des ETF, c'est que finalement, on peut entrer sur les ETF avec de très petits montants, donc 5, 10 euros. Donc, on considère, nous, qu'il est toujours plus judicieux, finalement, de mettre en place de l'épargne programmée sur les différentes enveloppes disponibles pour avoir différents points d'entrée dans le marché et rendre aussi l'effort d'épargne indolore. L'épargne programmée, c'est la terminologie Amundi qu'il ne faut pas que j'oublie. En effet, c'est plus français, c'est plus beau que dollar cost averaging, même si je trouve ça intéressant aussi la manière dont c'est abordé du côté américain, l'averaging, quoi, en fait, la moyenne. Quoi, c'est exactement ça. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet
je dirais, à des populations aussi plus jeunes, avec des patrimoines qui vont être moins importants, de pouvoir commencer à épargner. J'aurais tellement adoré avoir ça, moi, à 20 ans, 22 ans. Ouais. Et c'est ce qu'on observe en réalité, c'est qu'on observe un rajeunissement de la population qui s'intéresse à son épargne et qui même à très faible montant peut commencer à investir. Et eux, ils investissent via. Vous êtes dispo via toutes les plateformes, enfin vous et tous les autres ETF, toutes les plateformes en ligne d'investissement. Absolument. Ok. Absolument. Donc, sans passer que par des courtiers ou des conseillers en gestion de patrimoine ou des. Ok. Exactement. On est présent sur la plupart des plateformes digitales. L'intégralité de notre gamme est disponible et donc accessible au plus grand nombre. Et si je prends par exemple un MSCI World. En fait, il y a beaucoup de gens qui en proposent des MSCI World, j'imagine, des gens comme Amundi. Oui. Donc, faut que je cherche celui d'Amundi ou pas. Pour quelle raison je prendrais le vôtre ou un autre? Alors, encore une fois, on revient sur les questions de sélection de son ETF. Amundi, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, est le plus gros fournisseur européen des ETF. Donc, on a vraiment une expérience significative, des tailles d'ETF qui sont significatifs également, et une expérience où on sait que lorsqu'on vient chez Amundi pour acheter des ETF, finalement on parle à des experts avec une expérience dans la gestion des ETF assez significative. Ok, une fois que j'ai choisi tout ça, alors je me dis je vais chez vous, idéalement chez un autre, comme on veut chacun. Je le mets où? Dans quelles enveloppes on met un ETF? Ça fonctionne? Alors, les ETF aujourd'hui se sont démocratisés sur un certain nombre d'enveloppes d'épargne des Français. Alors, premièrement, le support préféré des Français, l'assurance vie. Donc, on peut loger aujourd'hui ces ETF dans l'assurance vie, mais aussi sur un plan d'épargne retraite, le PER, ou le PEA. Pareil, on peut loger ces ETF dans son PEA, et puis finalement dans un compte titre ordinaire. On a vraiment observé ces dernières années une mise à disposition beaucoup plus importante des ETF sur les différentes enveloppes d'épargne. En fait, souvent, ça me perturbe un peu ça, ce que tu me dis, parce qu'on me dit on peut le loger dans un PER, par exemple. Mais en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe en réalité. C'est que j'ouvre un PER, je mets de l'argent dessus et je choisis où je veux mettre cet argent. Okay. Absolument. Donc c'est pas moi qui dis je suis dans un ETF et je vais le mettre dans mon... Non, c'est ça. Mais ta terminologie est celle qu'on utilise tout le temps, mais je viens de... Non, mais en processus d'investissement, effectivement, généralement, la plupart des investisseurs ont une enveloppe d'épargne disponible. Assurance du PER, voilà, et se disent, ah bah tiens, plutôt que de mettre tel fonds, telle action, etc., je vais commencer à mettre des ETF dedans. Ok. Clair. Comment je l'ai choisi, un ETF? Comment je l'ai choisi dans l'absolu? Alors, pour nous, c'est 3 critères qui vont être importants. Le premier critère est celui qui revient aussi bien chez les investisseurs professionnels que chez les investisseurs particuliers, c'est la question des frais. Effectivement, on l'avait dit lors du premier épisode, les ETF sont des supports financiers à frais assez peu élevés. On est, selon l'AMF, aux alentours de 0,37% en France sur les ETF actions. Donc, premier élément, regardez si on est bien en termes de frais de gestion sur ces niveaux-là. Donc retenez bien 0,37%, donc 37 € pour 1000 € investis, ou 37 centimes pour 100 € investis. Si vous êtes loin de ça, par an, oui. Revérifiez un petit peu ça. Ça, c'est le premier point. Frais de gestion. Le deuxième élément qu'il va falloir regarder, c'est finalement la performance et la qualité de la gestion. Donc, finalement, l'ETF étant extrêmement transparent, c'est relativement facile. Il suffit de regarder, soit sur une année ou sur une période plus courte, quelle est la performance que l'indice a eue et quelle est la performance de mon ETF. Donc, normalement, mécaniquement, la performance de l'ETF doit être la performance de l'indice moins les frais de gestion. Okay. Si la performance n'est pas égale à cette opération simple, il faut peut-être se reposer quelques questions sur l'ETF qu'on utilise. En effet. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis finalement, le troisième élément, c'est le fournisseur d'ETF qu'on va utiliser.
sa réputation, son expérience, son offre également. Comment est-ce que l'offre en termes d'ETF du fournisseur que je vais utiliser croise mes besoins d'investissement en termes d'offres. Est-ce qu'il a une offre suffisamment large classique, une offre innovante? Est-ce qu'ils offrent une gamme suffisamment large sur le PEA ou encore de l'investissement responsable? Et je dirais, une fois qu'on a vérifié ces 3 critères-là, on a une bonne grille de lecture pour commencer à investir sur les ETF. Ce qui est assez cool aussi, c'est on en a un peu parlé la dernière fois, mais c'est un peu l'attribution, l'orientation de ces portefeuilles. C'est-à-dire que je te parlais de VaccineTech, c'est un de ceux qui m'avait le plus surpris pendant le Covid, mais il y en a plein en fait. Tu peux choisir des secteurs, l'automobile, tu peux choisir l'automobile électrique, tu dois pouvoir choisir l'automobile électrique en Chine. Enfin, je veux dire, tu peux aller assez loin dans certains ETF. Ouais. Et ça, ce que je trouve assez cool, je sais pas si tu peux me dire jusqu'où et comment tu peux y aller, tu parlais de zone géographique, mais c'est que tu peux te dire, ok, moi, tu vois, j'ai cette intuition que, je sais pas moi, les US, ça va pas continuer comme ça éternellement, je pense que je vais plutôt aller me coller en Asie, et tu peux y aller assez facilement, alors qu'avant, en fait, pour acheter de l'Asie, il y a même 10 ans, c'était juste impossible, en fait. Non, l'avantage des ETF, et comme tu le disais, il y a une offre aujourd'hui qui est extrêmement large, que ce soit en termes de pays, en termes de secteur. On a parlé aussi lors du dernier épisode des obligations. Donc ça permet vraiment de s'exposer et de diversifier son épargne de façon extrêmement intéressante. Par exemple, tu as un ETF Brésil ? On a un ETF sur le Brésil. On a un ETF sur le Brésil. On a des obligations au Brésil, je vais aller jusqu'au bout. Attention, t'es pas prêt. On a un ETF sur l'Inde. Et après, comme tu le disais, nous, ce qu'on observe aussi de la part des investisseurs particuliers et aussi sur des générations un peu plus jeunes, c'est l'investissement thématique. Un des ETF qui a le plus fonctionné chez Amundi, c'est sur l'intelligence artificielle. On a eu un ETF qui a très bien fonctionné aussi sur les semi-conducteurs. Donc il y a eu effectivement tout le buzz. Dès que tu as du Nvidia là-dedans, voilà. Tu pars dans l'espace. Exactement. Ouais, okay. Donc Nvidia revenait régulièrement. On a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus diversifié et se positionner sur ce secteur-là. Donc ça permet vraiment, sur la partie action et puis sur la partie obligation, pareil, de pouvoir accéder obligations d'État et obligations d'entreprise assez facilement. Et après, tu as du presque militantisme possible aussi. Alors, militantisme... Je pense ESG, climat... Absolument. Ouais. Effectivement, si on a des convictions fortes, que ce soit en matière environnementale, sociale, on peut, ou sur la thématique de gouvernance, on peut aussi utiliser des ETF climat. Donc, exemple le plus simple, on offre des ETF par exemple sur les actions européennes ou les actions mondiales qui vont être alignées avec l'accord de Paris sur le climat. Okay. Donc là, on peut investir là-dessus. Et puis, on va avoir des ETF qui vont aussi aller plus loin sur des critères d'exclusion de certains secteurs sur la partie, encore une fois, environnementale, sociale ou sur des questions de gouvernance. Super intéressant. Ah oui, gouvernance, ok. Ouais, ça c'est super intéressant parce que tu peux vraiment faire des choix. Et c'est audité. Je veux dire, comment je sais que... Je sais pas, tu vois, j'ai vu des moments où ils disaient dans un ETF climat, on a telle ou telle société, c'est aberrant, c'est pas possible. Alors c'est un sujet, effectivement, il y a des sujets de label. Donc dès l'instant où on va obtenir un label, que ce soit un label donc sur l'accord de Paris, on appelle ça, alors désolé pour le jargon, mais Paris Align Benchmark. Donc ça veut dire indice aligné sur l'accord de Paris. Après, il y a les labels dans les différents pays et dès l'instant où on labellise nos ETF, effectivement, ils sont audités et les créations des indices, bien évidemment, doivent respecter un certain nombre de contraintes pour qu'on puisse les commercialiser avec ces labels. Ok, écoute, ça me semble assez clair. Bon, je crois qu'on a tout fait, hein, Gaëtan. Il me semble qu'on a un bon panel. Moi, je sais comment y aller. Je sais déjà, j'ai appris que je pouvais le mettre dans des enveloppes. Alors qu'en fait, c'était pas que j'allais le mettre dans des enveloppes, mais que j'allais ouvrir des enveloppes et mettre des ETF dedans. Mais ça,
C'est peut-être parce que ça m'a toujours été expliqué d'une autre manière, mais c'est hyper intéressant. Je ne sais pas dans quelle mesure, sur les services que j'utilise, je pourrais l'automatiser, tout ça, faire des versements programmés, mais je vais quand même vérifier parce que je trouve ça assez intéressant. Notamment sur le PER, que je n'ai pas encore ouvert, mais que je dis que je vais ouvrir depuis très longtemps. Et voilà, donc j'ai tout ça, je te remercie. On peut te contacter sur LinkedIn, on Absolument. t'ajoute Gaëtan Delculet, c'est Delculee. Donc sur LinkedIn, sur Amundi aussi, chez Amundi, on peut vous suivre sur LinkedIn, Amundi. Merci à vous, merci à toi. Et puis Merci Mathieu. bon, cette fois-ci, je te donne pas rendez-vous, j'ai eu ma dose de TF, je crois.